Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 24 octobre 2024. Mon nom est Danick Julien et voici votre bulletin d'information Info, c'est JSR. L'usine Polycor de Rivière-à-Pierre a annoncé la fermeture de ses activités la semaine dernière. On discute avec plusieurs intervenants dans le dossier. La garderie La Forêt des Curieux a ouvert ses portes à Saint-Basile. On discute avec le maire Guillaume Vézina. Le Quatuor Québec organise un projet dans 5 églises de Portneuf qui débute le 17 novembre. La table de concertation des aînés de Portneuf a réalisé plusieurs initiatives pour venir en aide aux aînés. Elle a dressé un bilan mercredi. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. La multinationale Polycor a annoncé le 17 octobre dernier la fermeture de son usine de transformation de granit de Rivière-à-Pierre. L'entreprise est à l'origine d'une soixantaine d'emplois dans la municipalité qui compte environ 600 habitants. Dans le communiqué de presse qui annonçait la fermeture de l'usine, il est expliqué que l'entreprise a investi 8,5 millions de dollars américains à l'usine de Saint-Sébastien de Frontenac, ce qui va créer là-bas 30 emplois. Saint-Sébastien-Frontenac, c'est à proximité de Lac-Mégantic. En contact avec Anne-Julie Nadeau, la responsable des communications de Polycor, nous avons appris que ces changements sont faits par l'entreprise afin de rester compétitif. De plus, il est dit que Polycor s'engage à aider les employés touchés par la perte de leur emploi en leur permettant de se relocaliser notamment. Nous n'avons cependant pas eu de réponse quant aux mesures concrètes déployées par l'entreprise pour réaliser cet engagement. J'étais à Rivière-à-Pierre cette semaine pour m'entretenir avec le directeur général Michel Pelletier et la mairesse Danielle Ouellette. Voici l'entrevue. Je suis Danick Julien, journaliste présentement à Rivière-à-Pierre avec la mairesse, Mme Danielle Ouellette. Bonjour. Bonjour, M. Julien. Également le directeur général de Rivière-à-Pierre, M. Michel Pelletier. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ici à Rivière-à-Pierre, un peu moins d'une semaine après l'annonce de la fermeture qui sera faite en décembre pour l'usine Polycor, le traitement du granit qui se faisait ici à Rivière-à-Pierre. C'est une nouvelle qui est assez importante pour votre municipalité d'environ 600 habitants. J'aimerais peut-être commencer comme ça. Comment vous avez appris la nouvelle, votre réaction suite à l'annonce de cette fermeture-là? Bien, moi, disons que j'étais en vacances quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'est mon directeur général, M. Pelletier, et M. Lavoie qui ont pris les premiers jets de ça, si on veut, là. La réaction de la municipalité, écoutez, là, Polycor est un employeur de la municipalité depuis presque 100 ans, qui décide du jour au lendemain de fermer. Ça, on n'avait pas été mis au courant de rien avant ça. C'est un peu décevant, mais ce que vous voulez. Polycor, c'est une multinationale, donc on sait que les multinationales, ils travaillent pour le bien et leurs argent, et quand ça fait plus, bien, bonjour la visite et on part ailleurs. Bon, est-ce qu'on a des pistes de solutions face à cet événement-là? La municipalité est en train de regarder. J'ai parlé avec Vincent Caron ce matin et j'ai parlé aussi avec Joël Godin. Et nous allons nous rencontrer d'ici quelques semaines
assez rapidement là, pour essayer de trouver des pistes de solutions pour pas faire réouvrir l'usine, mais pour voir s'il n'y aurait pas des alternatives à ça. Monsieur Pelletier, vous étiez sur le terrain lorsque ça a été annoncé. Vous avez probablement pu prendre le pouls un peu des réactions de la population ici. Ça a été comment? Bien, au niveau de la population, on les a pas vus bien. Écoutez, on sait qu'il y a quand même une douzaine de personnes de Rivière-la-Pierre qui travaillaient pour Polycar. On les a pas rencontrés. Donc, on n'a pas vraiment eu le pouls de la population. C'est plus un choc pour nous autres de dire qu'on perd 60 emplois à Rivière-la-Pierre sur une population de 600, ce qui est énorme. C'est sûr qu'il va y avoir des emplois indirects qui risquent d'être touchés aussi, parce que Polycar avait beaucoup de sous-traitants à Rivière-la-Pierre. Donc, il y a peut-être d'autres personnes qui risquent de perdre leur emploi par la suite. C'est vraiment décevant. Justement, cette nouvelle-là, ça touche pas seulement Rivière-la-Pierre. Il y a beaucoup de municipalités avoisinantes, des gens qui avaient des emplois ici, qui sont pas nécessairement là, qui habitent pas nécessairement ici. Effectivement, il y a des employés qui travaillent ici, qui demeurent à Montauban, il y en a à Saint-Léonard, il y en a à Saint-Raymond-de-Portneuf. Donc, ça regroupe 4-5 municipalités là, qui vont être impactées par cette fermeture-là. Également, Rivière-la-Pierre, la dernière fois qu'on était ici, on parlait de votre tour cellulaire, la municipalité qui est en développement. Donc, est-ce que une nouvelle comme ça vous inquiète pour le développement éventuel de votre municipalité? Oui, c'est sûr que tout est à revoir. Là. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans les prochaines semaines avec notre conseil. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va rencontrer nos paliers de gouvernement pour voir des pistes de solutions. On va voir jusqu'où la municipalité peut aller aussi. Je veux dire, il y a quand même des choses qui ne nous appartiennent pas. Je veux dire, les programmes gouvernementaux, nous allons travailler pour être capables d'en avoir le plus possible. On pense déjà à l'assurance emploi. Est-ce qu'on peut demander une dérogation pour que les gens aient moins d'attente pour avoir Parce qu'on s'entend que la fermeture est prévue pour le 13 de décembre. Ouais. Donc, c'est le temps des fêtes pour tout le monde et tout ça, tu sais. C'est toutes des choses qu'il va falloir embriquer ensemble là, dans les prochaines semaines. D'ici 2 à 3 semaines, on va être en mesure d'être capable de renseigner plus la population face à cet événement-là qu'à l'heure actuelle, ça fait même pas une semaine que ça a été annoncé. Je veux rencontrer les gens de Polycar, mais apparemment que même le député Godin n'a pas été capable de les rencontrer. Donc, ça fait partie de mon travail aujourd'hui, d'essayer de rencontrer les gens de Polycar pour qu'on soit capable de s'asseoir autour d'une table et de parler du après. Madame Danielle Ouellette, Monsieur Michel Pelletier, je vous remercie d'avoir pris le temps de discuter avec nous de cette nouvelle qui impacte beaucoup votre municipalité. Soyez sûrs qu'aussitôt que nous aurons des nouvelles positives, là, vous serez les premiers informés pour informer notre population. Là, je veux dire, le bien-être des gens ici, là, on travaille là-dessus 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Donc, on va continuer de le faire et on va essayer de tout faire ce qui est en notre pouvoir. J'ai bien dit, en notre pouvoir, pour être capable d'alléger les tracas de ces gens-là qui vont perdre le job d'ici 3 mois. Merci beaucoup, Mme Ouellette. Ça m'a fait plaisir. Merci, M. Pelletier. Merci. Le député Vincent Caron a lui aussi exprimé sa surprise face à cette annonce. Il faut dire que le gouvernement du Québec avait investi des sommes importantes dans l'entreprise Polycar il n'y a pas si longtemps. Le voici. Bien entendu, c'est avec stupéfaction que j'ai appris ce remembrement au sein de l'entreprise. Et puis j'ai tout de suite voulu aller vérifier, puisque vous le savez, il y a une aide du gouvernement qui a été accordée il y a 2 ans environ, proche de 100 millions de dollars. C'était sous forme d'action. Donc je voulais m'assurer que ce qui avait été négocié à l'époque excluait, bien entendu, la fermeture du site de Rivière-la-Pierre. Et à la relecture du document, jamais, au grand jamais, n'apparaissait cette option de fermer Rivière-la-Pierre. Je ne dis pas que l'entreprise l'avait caché, mais en tout cas, dans le plan qu'elle avait présenté au gouvernement, c'était pour restructurer l'entreprise et puis pour l'aider, l'accompagner à se moderniser. Donc nous, bien, on pensait peut-être candidement que
aussi l'usine de Rivière-à-Pierre allait être modernisée. Donc j'allais m'assurer que jamais ça avait été écrit noir sur blanc par le passé, que peut-être on en arriverait à cette situation. Mais écoutez, moi maintenant, je me dis toujours, j'ai cette habitude de penser à demain, de penser à ce qu'il va pouvoir faire dans les mois qui viennent, parce que concrètement, c'est vers la mi-décembre que les installations vont fermer. Donc il va falloir bien entendu se retrousser les manches, travailler tous ensemble, savoir aussi que va devenir le site. Hein. Est-ce que le site va être complètement abandonné ou est-ce que toutes les hypothèses sont dans mon esprit, mais finalement aucune n'est tangible parce que j'ai pas pu parler aux représentants de Polycorp. Donc il va falloir travailler bien entendu avec la municipalité. Récemment, le gouvernement du Québec annonçait la construction d'une tour cellulaire pour couvrir la municipalité de Rivière-à-Pierre. Vincent Caron assure que l'annonce de la fermeture de l'usine de Polycorp n'aura pas d'impact sur ce projet. Non, aucun impact. Vraiment, ce sont deux dossiers séparés. Et puis, nous, notre objectif, c'était de répondre à un besoin de la population. C'est sûr que ça allait devenir commode pour l'entreprise qui était en place, mais ça va l'être aussi pour les autres. Donc, vraiment, aucun risque. Le projet de la tour cellulaire n'est aucunement mis en péril. D'ailleurs, on a déjà, d'après les informations que j'obtiens, signé un bail. Le terrain a été identifié, donc vraiment, ça chemine de ce côté-là de manière correcte. On peut trouver des solutions pour préserver l'industrie de transformation du granit à Rivière-à-Pierre. Voici un extrait de l'entrevue que j'ai réalisée avec lui. En fait, la première réaction, c'est une réaction de surprise. C'est sorti de nulle part. C'était imprévisible. Et c'est toujours désagréable d'apprendre ce genre de nouvelles-là. Maintenant, au-delà de ça, il faut réaliser que Rivière-à-Pierre, Polycorp, ça fait partie de l'ADN de cette municipalité-là. Et c'est un impact majeur sur l'économie locale. À partir de là, moi, j'ai eu le réflexe d'essayer de parler aux gens de Polycorp pour essayer de comprendre et voir s'il n'y a pas d'autres options. Et par la suite, j'ai communiqué avec les gens de la municipalité, entre autres le directeur général, pour voir à ce que on pouvait peut-être voir la possibilité de relance, de conversion, de voir toutes les options pour récupérer cette industrie-là et qu'elle puisse continuer à exercer à Rivière-à-Pierre, parce que les ressources sont là. Est-ce qu'il y a une mobilisation citoyenne? Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui seraient intéressées? Alors, moi, je suis là pour accompagner la municipalité si elle a des intentions ou une mobilisation locale pour faire en sorte de faire avancer positivement ce dossier-là. Vous avez dit que vous avez essayé de rejoindre justement la direction de Polycorp. J'imagine que ça n'a pas été fructueux à ce niveau-là? Non, pas du tout. Ça a été silence radio. Ils ne voulaient pas parler aux médias. Ils ne voulaient pas parler aux députés. Je ne sais pas si le député provincial a tenté la même chose que moi, mais moi, je peux vous parler de nos nombreuses tentatives, mais malheureusement, c'était silence radio. On continue à essayer de leur parler. Alors, on espère avoir des réponses. Maintenant, au-delà de ça, le but est de sauver cette industrie-là, parce que c'est un impact majeur sur la municipalité. Alors, c'est un peu sauver le village de Rivière-à-Pierre. Puis je dis village, c'est pas péjoratif. Il y a une économie au niveau touristique, mais je pense que l'économie de l'extraction de la pierre est un secteur très important et je pense qu'on se doit de continuer à prospérer et prospecter. Je vais utiliser le mot prospecter pour faire en sorte de pouvoir continuer et avoir une économie saine et de faire grandir Rivière-à-Pierre, qui est un très beau village de la circonscription-là. La forêt des curieux. Nous sommes maintenant à Saint-Basile. La garderie du Kangourou a ouvert ses portes la semaine passée pour desservir les gens de la municipalité avec un milieu de garde en plein centre nature. La semaine passée, j'étais avec le maire, M. Vézina. Alors voici cette entrevue. On est devant la nouvelle installation du CPE des Kangourous à Saint-Basile, nommée la Forêt des Curieux. Encore une fois, je suis avec le maire de Saint-Basile, M. Guillaume Vézina. Rebonjour. Bonjour, Danick.
Guillaume, bon, pour Saint-Basile, ça a été justement une grosse ouverture hier, justement, parce que c'est enfin le cas. La nouvelle garderie de Saint-Basile est maintenant en activité. Ben oui, on était super contents. Hier, le 15, mardi le 15, là, c'était la première journée d'ouverture de l'installation La Forêt des Curieux, qui appartient, dans le fond, qui est la 5e installation du CPE, le Kangourou, ici à Saint-Basile, en plein cœur du village, dans un site enchanteur, je crois. En tout cas, à mes yeux, à moi, c'est très joli. C'est peut-être pas ce que je disais tantôt, je partageais avec quelqu'un, c'est peut-être pas le plus gros projet de la municipalité, mais je pense que c'est un de ceux qui me fait le plus plaisir parce que c'est vraiment quelque chose qui manquait dans notre village. Et quand je dis projet de la municipalité, c'est le projet du CPE. C'est que la municipalité a participé financièrement puis techniquement aussi dans ce projet-là. Mais tout ce beau monde-là, ensemble, là, on fait qu'on a un beau projet. On a une garderie de 39 places, dont les plans et tout sont déjà faits pour un agrandissement qui pourrait être fait de ce côté-ci pour accueillir 41 places supplémentaires, donc 80 places. Mais ça, c'est dans des projets futurs d'expansion. Et justement, vous êtes dans justement les environs du Centre Nature de Saint-Basile. Ça doit être un terrain qui est important pour vous, le secteur? Le Centre Nature, je tiens à rappeler, le Centre Nature, c'est un OBNL indépendant qui est supporté par la Ville, mais qui est un OBNL indépendant. La division des terrains ici est un petit peu particulière. Il y avait une pointe de terrain qui appartenait au Centre Nature, qui s'en venait jusqu'ici, un autre pointe de terrain qui appartenait à la Ville. Donc, tout ce beau monde-là a tout mis ça disponible pour le CPE en disant qu'est-ce que vous avez besoin comme terrain, localisez-nous le bâtiment là-dessus, puis nous autres, on va vous céder cette partie de terrain-là avec plaisir, parce que c'était pas une partie qui était construisible au niveau résidentiel. C'est des terrains qui appartenaient déjà soit au Centre Nature ou à la Ville, donc à coût nul. Puis l'acceptabilité sociale aussi d'un projet ici, bien, à part une garderie, j'en vois pas beaucoup d'autres. Ouais. Puis les gens, je pense que les gens sont contents du résultat, là. Même les petites inquiétudes qu'il y a pu avoir au début, là, je pense que les gens sont rassurés de voir le site, puis sont aussi... se considère choyé d'avoir ça dans notre municipalité. Guillaume Vézina, merci beaucoup. Ça fait plaisir. La ville de Saint-Raymond a honoré le 7 octobre dernier M. François Quentin, qui occupait le poste de directeur du service incendie pendant 4 ans. Ce dernier sera employé de Saint-Raymond jusqu'à la fin de 2024. Voici l'allocation du maire Claude Duplain lors de cette soirée. Nous annonçons le départ de François Quentin, qui quitte son poste de directeur des services incendie et de la sécurité publique après 4 années de fonction. M. Quentin fait partie du service des incendies depuis 38 années, dont 5 années en tant que lieutenant et 13 en tant que directeur adjoint. M. Quentin restera à l'emploi de la Ville jusqu'au 31 décembre. Ensuite, il remplira au besoin les rôles de consultant auprès du service incendie. Parmi les grands dossiers pilotés par M. Quentin, on compte l'acquisition du nouveau camion Échelle et l'entente des services en prévention avec la municipalité de Saint-Raymond, Deschambault-Grondines, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Alban, ainsi que la municipalité desservie par chacun des services. Un nouveau directeur d'incendie a été nommé ce soir-là. Voici à nouveau Claude Duplain. Nous avions en place quelqu'un qui est depuis 4 ans directeur général adjoint, qui a démontré sa capacité de faire. Et nous sommes heureux d'annoncer M. Éric Genois au poste de nouveau directeur du service incendie de Saint-Raymond. C'est tout à fait. Donc, on va demander à M. Éric de faire son serment d'office. Je, sous-signé Éric Genois, directeur au service des incendies de la ville de Saint-Raymond, jure que je remplirai les devoirs de ma charge avec honnêteté et fidélité et conformément à la loi. Une vingtaine d'artistes de Cap-Santé et de ses environs tiendront le samedi 2 novembre un événement de solidarité au profit de la Licorne, un projet de l'entraide communautaire, le Halo. L'événement aura lieu à la salle Albert Fortier en face de l'église de Cap-Santé et va durer toute la journée. La levée de fonds, sous la forme d'un mini-festival de musique, a pour objectif de soutenir la Licorne dans ses efforts pour prévenir et briser l'isolement des aînés de la région de Portneuf. La Licorne est aussi connue comme la maison des
Maison des jeunes pour les moins jeunes favorise l'engagement social des aînés en leur proposant une gamme d'activités variées et accessibles, leur permettant de rester actifs, de découvrir de nouvelles passions et de tisser des liens précieux. Vous voyez d'ailleurs là, les logos des groupes qui vont performer pour cette soirée. Maintenant, la luminerie de Deschambault a tenu le 17 octobre dernier sa collecte de sang Héma-Québec annuelle. En tout, 64 employés ont participé à la 26e édition, dont 9 qui en étaient à leur première expérience. Chaque année, la date de l'événement est modifiée par l'organisation afin de permettre à tous les employés de contribuer. Par exemple, cette année, l'équipe D d'Alcoa a été sollicitée et l'an passé, c'était l'équipe A. Donc, il y a un roulement à ce niveau-là, selon le technicien d'intervention à la luminerie et organisateur de la collecte. De cette manière, tout le monde peut contribuer, même si l'usine roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pascal Rochette, directeur général de la luminerie, est fier de tenir cette collecte année après année. Prendre soin des gens et de la communauté fait partie des valeurs de l'entreprise, selon lui. Le taux de participation de l'activité le démontre bien et il faut dire que depuis la première édition, en 1998, l'équipe de Deschambault a donné plus de 2700 dons à Héma-Québec. Plus de 400 personnes sont vigilantes et restent à l'affût pour la santé des aînés de Portneuf. En fait, c'est la table de concertation des aînés qui nous a appris ça hier lors d'une présentation le 23 octobre. C'était pour le projet nommé Entraide aînés Portneuf. L'initiative a mené pendant la saison 2023-2024 à la formation de 236 nouvelles personnes dans le programme Sentinelle. Pour comprendre ce que c'est le programme Sentinelle et ses impacts sur les activités des aînés, voici Mme Claudie Tremblay, navigatrice du projet Entraide aînés Portneuf. Dans le fond, être sentinelle, je tiens à dire que c'est pas une job à temps plein, là, on s'entend, tout le monde a des activités à faire dans sa vie, mais la sentinelle, elle, son rôle particulier, ça va être, et ça je le dis, là, on le souligne, puis c'est très important d'être à l'affût des situations nouvelles qui influencent le quotidien de l'aîné. OK? Les sentinelles vont repérer les signes de vieillissement accéléré et les facteurs de risque pour la santé et la sécurité des aînés. Donc, ils vont transmettre l'alerte à l'équipe de gériatrie sociale, soit Jessie, Vincent ou moi, ou d'autres partenaires du communautaire, parce qu'on a plein d'outils aussi là, qu'on utilise et dont on parle durant la formation. Donc, souvent, durant et à la fin d'une formation, il y a des alertes qui sont levées de la part des sentinelles. Okay? Donc ça, c'est très important de le mentionner. Et majoritairement, ces alertes-là proviennent souvent de proches aidants des personnes. Okay? L'âge moyen de la population portneuvoise demeure en hausse constante. Dans un tableau transmis par la table de concertation des aînés, on remarque que 3 villes de Portneuf sont peuplées de 30% et plus d'aînés, dont la municipalité de Rivière-à-Pierre et de Saint-Marc-des-Carrières. C'est pourquoi des programmes de gériatrie sociale sont importants selon l'organisme. L'initiative Entraide Portneuf aide à outiller la population à devenir un filet de sécurité pour épauler les aînés de la région. Toujours selon Claudie Tremblay, le nombre d'alertes est en constante augmentation. Les principaux motifs d'alerte sont les suivants. Donc, on parle de déclin neurologique, la santé mentale, la dépression, des abus financiers qui sont vécus par les aînés, de l'isolement et j'en passe. Une fois que l'alerte a été lancée, les travailleurs de milieu associés à Entraide aînés Portneuf sont déployés pour venir en aide aux aînés. On entend à nouveau Mme Claudie Tremblay. Jessie Vincent se déplace à domicile. Ils ont aussi parfois des contacts par téléphone, mais peu importe, on agit rapidement. Tout ça, ça se fait, bien entendu, avec le consentement de l'aîné. OK? Ça, je pense que c'est la base, mais je vais le redire parce que c'est très important. Donc, il y a la mise en place de ressources d'accompagnement de la part de Jessie et Vincent. Ça aussi, c'est important. Donc, la personne va être accompagnée. OK? Il y a une relation de confiance aussi qui se développe avec les aînés. Puis ça aussi, c'est majeur. Ils vont prendre connaissance des besoins. Ils vont regarder, ils vont apporter des solutions aussi pour les personnes.
Tout ça en respectant les limites, le rythme des aînés. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Le programme de Sentinelle profite d'une bonne popularité dans Port-Neuf avec un nombre impressionnant d'inscriptions. On parle de 267, on parle de 67 personnes de Saint-Raymond qui en font partie. Voici à nouveau Claudie Tremblay. C'est que la Fondation Âge a comme objectif de former plus de 25 000 sentinelles à travers tout le Québec d'ici 2031. Actuellement, selon le dernier rapport annuel de la Fondation, il y aurait 6 000 sentinelles formées depuis 2019, donc depuis 5 ans. Nous, ici dans Port-Neuf, on en a déjà 400 de formés et plus. Alors, faites le calcul. Je dis ça comme ça. En plus de la présentation du projet de gériatrie sociale, la table de concertation des aînés a procédé mercredi à son assemblée générale annuelle, mais aussi informé les gens présents des diverses autres activités qui ont été réalisées dans la dernière année. On parle de 63 ateliers culinaires pour proches aidants et aînés, des activités intergénérationnelles organisées par la chargée de projet Marie-Charles Nadeau, de réalisation d'émissions, donc la saison 4 de Mon Histoire en héritage, et j'en passe. En terminant, voici la prise de parole du président de la table de concertation des aînés, M. Michel Fleury, concernant les efforts en gériatrie sociale. On dit que nos enfants, là, ça prend un village pour s'occuper d'eux. Bien, moi, je suis rendu à dire que là, on est à développer une région pour prendre soin de nos aînés. Et je pense que les sentinelles incarnent très bien ce rôle qu'on a d'être attentifs à nos aînés et aussi à leur famille. Parce que non seulement au niveau de la formation, on apprend un petit peu plus que c'est le vieillissement et des conséquences, mais je pense qu'on donne aussi des outils aux enfants des aînés qui, plus souvent qu'autrement, ne savent pas quoi faire quand leurs parents vieillissent. Donc, bravo pour le travail qui a été fait, bravo pour vos travailleurs de milieu, et bravo pour toutes les sentinelles. 400? 406 et plus. Bon. Alors, un homme a perdu la vie à Rivière-à-Pierre suite à un accident de travail. L'événement s'est produit vers 10h30 la semaine dernière dans une carrière qui appartenait à l'entreprise Granit DRC sur l'avenue de l'Île le 17 octobre. Selon Béatrice d'Orsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec, les pompiers ont été appelés à se rendre sur les lieux pour déloger l'homme. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital avec des blessures sérieuses. La CNSST a dépêché l'enquêteur sur les lieux pour faire la lumière sur la situation, puisque l'individu s'est blessé dans le cadre de son travail. Le corps de police provincial a également ouvert une enquête. Eh bien, lorsque nous allons avoir davantage d'informations, nous allons pouvoir vous les transmettre. Le comité Vas-y de Saint-Raymond travaille sur un nouveau projet qui s'adresse au voisinage de Port-Neuf afin de favoriser l'entraide et la bienveillance entre voisins. Le projet Super Voisin vise à mettre en place une initiative de voisins volontaires pouvant prêter main forte à ceux dans le besoin, principalement aux aînés. Plusieurs façons d'aider le voisinage sont imaginées. On peut penser à la tenue de conversations entre voisins afin de s'assurer que tout se passe bien dans le ménage, par de l'aide pour emmener des bacs à déchets au chemin ou encore de l'aide au déneigement pendant l'hiver. Afin de mieux documenter ce qui peut être fait par vous et moi pour aider les voisins, les initiatrices du projet cherchent à entendre les témoignages d'entraide qui ont été vécus par les personnes d'ici. Ces témoignages serviront à donner des idées à la population en matière d'entraide. Le projet Super Voisin veut améliorer les liens communautaires dans les municipalités de Port-Neuf. Elles font donc appel à vous pour récolter des témoignages. Donc, ce qu'on demande, c'est des témoignages de situations d'entraide que vous avez vues ou faites. Si vous avez donc reçu une de ces ou donné une de ces entraides-là, vous pouvez communiquer à l'adresse suivante, donc myriam.cote@reca.portneuf.com. Vous le voyez d'ailleurs à l'écran.
Au retour de la pause, Benoît Plourde du Quatuor Québec sera des nôtres pour parler de la tournée des églises que le Quatuor fera en 2024-2025. Restez des nôtres. Hey Max! Hey Nab! C'est super. Alors, la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est maintenant commencée? Oui! Alors, on vous attend les lundis soirs du 30 septembre au 9 décembre prochain. Cependant, on va prendre une petite pause le 14 octobre pour l'Action de grâce ou la chasse. C'est selon! Donc, on vous attend en grand nombre Au cinéma Alouette à 19h et ce, gratuitement! Je m'appelle Suzy Bertrand. Je travaille pour CJSR, la télévision communautaire à Saint-Raymond. Je suis la directrice générale. Mon nom est Marc Lépré, donc je suis directeur de la télévision de la Métis. Bonjour, mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRP. Bonjour, je suis Sophie Ricard. Je suis directrice à la télévision communautaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis en Haute-Gaspésie. Michel Montminy, je suis président directeur général de la station de télévision CMA-TV à Montmagny. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Sir, je suis la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Mon nom est Mirko Da Silva, directeur de la TVRP, la télé du Rocher-Percé. Mon nom est Caroline Bloin, je travaille à TVCE et je suis directrice adjointe. Danny Bérubé, journaliste animateur à CTB-TV de Saint-Gabriel. Bonjour, Ghislain Vachon, je suis coordonnateur de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays. Je m'appelle Émilie Boulay-Chouinard, je suis la directrice de la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia, communément appelée TVC de la Matapédia. Francis Fortier, directeur général de la télévision communautaire de l'Érable. Roger Roy, directeur de TV Haute-Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts. Bonjour, mon nom est Martin Ouellette, je suis directeur général à la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, TVCO. La semaine dernière, on vous parlait de l'initiative du Quatuor Québec qui vise à mettre en valeur le patrimoine religieux bâti de la MRC de Portneuf avec la musique. Cette semaine, nous accueillons donc le saxophoniste Benoît Plourde qui fait partie du Quatuor afin d'apprendre ce qui a mené à cette initiative et ce qu'elle représente. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Benoît, merci d'être des nôtres. On vous connaît bien ici parce que vous faites également partie du Conseil du patrimoine de Cap-Santé. Cap-Santé, oui. Donc, pour l'église là-bas. Et d'où ma première question. Comment vous avez justement conçu ce projet-là qui se promène, oui, dans l'église de Cap-Santé, mais dans d'autres églises de Portneuf pour des concerts là, du Quatuor Québec? Oui, l'initiative me vient de M. Ouellette, Gabriel Ouellette, qui est à la MRC pour les arts, à la MRC de Portneuf. Et c'est lui qui m'a aiguillé, qui m'a fait comprendre où je devais aller pour faire une bonne demande au Conseil des arts et des lettres du Québec. Et il m'avait dit à ce moment-là, il faut concerter les gens. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pour le Quatuor, le but premier, c'était, oui, de sensibiliser les gens, mais on est habitué, hein, les ensembles classiques, on aime jouer dans les églises parce que ça sonne déjà très bien. Et comme les églises, dans Portneuf et ailleurs d'ailleurs, comme les églises ferment beaucoup, les fabriques n'ont plus de sous, j'ai eu l'idée de concerter et les fabriques qui ouvrent leurs portes et les sociétés d'histoire pour sensibiliser les gens à leur patrimoine bâti, et faire autour de 5 concerts différents, les 5 différents, d'amener les gens dans les églises pour qu'ils se rendent compte de leur... le bédo de Pont-Rouge disait « Les châteaux du Québec, ce sont nos églises ». Alors, pour faire entrer les gens dans les églises. Voilà, ça a été l'idée première, ça. Et là, vous parlez du Quatuor Québec, dont vous faites partie. Pouvez-vous nous parler un peu de qu'est-ce que c'est le Quatuor Québec? Parce que, bon, on comprend que c'est un ensemble de musique, mais pour les gens à la maison qui connaissent peut-être moins ces concepts-là, qu'est-ce que c'est? Un quatuor, ça vient de 4, donc c'est un ensemble de 4 instrumentistes, 4 instruments apparentés. On a le quatuor à cordes, 2 violons, un alto et un violoncelle, c'est courant, on le voit souvent. Quatuor de saxophone, 4 saxophones, soprano, alto, ténor et baryton. Okay. Et il y a une bonne littérature musicale, il y a beaucoup de pièces qui ont été écrites pour cet ensemble-là, mais l'idée m'est venue avec la demande au calque de me faire
de faire composer des œuvres pour quatuor. C'est ce qu'on a fait pour le 17 novembre qui s'en vient. On a fait composer par un compositeur qui a pignon sur rue, on a fait composer une œuvre autour des poèmes des Îles de la Nuit, du recueil des 28 poèmes des Îles de la Nuit d'Alain Grandbois. Oui. C'est ce qu'on va créer le 17 avec déclamation de chaque poème pour les 3 mouvements. Donc 3 poèmes, 3 mouvements musicaux inspirés par ces poèmes. Donc, justement, c'est de l'inédit, de ce que je comprends, là, ces compositions-là. On les a pas entendues avant. Et j'aimerais peut-être, parce que pour bien situer les gens, vous nous avez parlé du 17 novembre. Pouvez-vous nous parler justement de l'horaire des 5 spectacles du Quatuor? Alors, les 5 concerts du Quatuor vont avoir lieu au mois de novembre à Saint-Casimir, dans l'église, le 17, 14h. Et on l'a d'ailleurs à l'écran. On l'a à l'écran. Si nos amis à la régie peuvent nous présenter. Bon, voilà. Exact. Bon, et à la suite, en 2025, mars, avril, mai, juin, le 23 mars à Saint-Raymond, le 27 avril à Grondines, le 25 mai à Pont-Rouge et 22 juin à Cap-Santé, pour terminer. Et ce qu'il y a d'un peu spécial pour ces concerts-là, c'est qu'on va vouloir, avec la présentation des trésors de chaque église, avec les gens des sociétés d'histoire de chaque région, de chaque municipalité. On va vouloir jouer une pièce dont le compositeur était vivant au moment de la construction de l'église. OK. Alors, je vous donne un exemple. Pour ce qui est de Saint-Casimir, le 17, ça sera du Albéniz, un compositeur espagnol, à 2 pièces. Et pour ce qui est, par exemple, de Cap-Santé, qu'on a commencé à bâtir en 1754, ça va être trois petites sonates de Scarlatti. Alors, on se met dans le bain, on a la description de l'église, de ses trésors, et on joue une pièce du moment de sa construction. On va jouer l'œuvre qu'on va créer le 17 autour d'Alain Grandbois. On la répète pour les 4 autres concerts. Et pour le reste, ce sont des programmes différents. Et là, vous nous disiez justement que vous collaborez avec les fabriques, avec les sociétés d'histoire. Oui. Ça s'est bien fait, avoir ces liens-là avec ces intervenants qui sont éparpillés partout dans Port-Neuf? Éparpillés partout. Bien, en tout cas, peut-être que ça m'a aidé d'être, par exemple, au Conseil du patrimoine culturel Cap-Santé, avec les gens autour qui m'ont instruit qu'il fallait que j'aille voir telle ou telle personne. Alors, j'ai créé les liens doucement. Et, par exemple, pour le concert du 17, nous allons avoir Léo Denis Carpentier, qui est chevalier de l'Ordre de la Pléiade. Il va nous parler d'Alain Grandbois. Il va être un peu le maître de cérémonie. Et il va y avoir M. Trépanier, Paul Trépanier, qui est historien d'art et d'architecture, qui va nous présenter l'église. Alors, on va jouer une pièce autour de la construction, du moment de la construction de l'église. C'est un peu, j'ai créé des liens, je suis allé chercher les gens dans toutes les municipalités ou dans tous les coins. Grondines, ça sera Eliane Trottier, qui est directrice générale de Culture des Chambeaux Grondines, qui va présenter l'église. Alors, vous voyez un peu le concept. Le concept, exactement. Et si vous pouvez-vous nous parler un peu des 3 autres membres de votre quatuor, comment vous avez fait? Oui. Parce que vous êtes ensemble, vous faites résidence justement. On est ensemble en résidence au conservatoire, mais nous sommes 4 diplômés du conservatoire. Des 4 diplômés, 3 des membres du quatuor habitent dans Port-Neuf, 2 à Donnacona. Un à Donnacona, 2 à Port-Neuf. Et celle qui joue le soprano, qui enseigne au Conservatoire de Québec, habite Saint-Augustin, qui était autrefois dans le comté de Port-Neuf. On s'appelle Quatuor Québec parce qu'on est issu du Conservatoire de Québec, mais on habite dans Port-Neuf. Alors, mais pour dire un peu le cheminement, nous sommes tous des musiciens de formation, Conservatoire de Québec. Nous avons tous étudié, 3 de nous avons étudié en Europe, avons travaillé et fait de la tournée en Europe. Donc, on est des musiciens de formation et on se retrouve, des musiciens ayant appris avec les mêmes maîtres de la même école. Donc, ça aide à une bonne cohésion dans un ensemble musical. Et les billets sont offerts au prix de 20 $. Parfaitement, 20 $.
En fait, c'est un prix très, je vous dirais, quand on voit les concerts aujourd'hui et ce que ça coûte, c'est très raisonnable. C'est modeste, oui. C'est modeste et ça va aider les fabriques. Et pour les 17 ans et moins, pour faire rentrer les jeunes, les habitués à écouter de la musique classique, moi, je vais solliciter les gens dans les différentes écoles de musique ici pour inviter les jeunes. Ça va être gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins. Donc, votre initiative, en plus de s'adresser aux gens qui s'intéressent à leur église et à la musique, vous voulez aller chercher aussi les jeunes pour peut-être là, semer cette graine d'intérêt-là. Cette graine d'intérêt-là parce que, je vais vous parler d'une manière personnelle. Oui. À 4 ans, le grand frère de mon ami jouait du saxophone. Ça a été mon premier contact. Je me suis dit, un jour, je vais jouer de cet instrument-là. Je suis tombé en amour avec l'instrument. Et il faut que les jeunes aient contact avec la musique, avec des gens qui jouent devant eux. Puis, c'est là que les vocations ressortent, où on va chercher des gens qui vont vouloir aller dans les écoles supérieures de musique, qui vont vouloir poursuivre, là. En terminant, M. Benoît Plourde, vous êtes saxophoniste au sein du Quatuor Québec. Oui. Vous avez évidemment d'autres activités en parallèle avec la tournée des églises de Portneuf. Vous pouvez parler rapidement de ça ressemble à quoi les activités du Quatuor Québec? Là, par les temps qui courent. Pour ce qui vient, déjà demain, nous jouons pour le Conservatoire, mais au Musée du Québec, le Musée national des beaux-arts, et on fait une autre création d'un compositeur mexicain, d'origine mexicaine, qui vit à Québec, nommé Xavier Camino. Et nous allons créer son œuvre demain, et nous allons la jouer aussi le 17 novembre à Saint-Casimir. Nous avons un autre concert aussi le 29, fort probablement, on décide ça demain. Et à part des concerts qu'on a, le concert, un concert important avec orgue, ça va se donner aux Îles du Bic, au Festival des Îles du Bic, le 10 août 2025. Alors déjà, là, on a plusieurs concerts, beaucoup de pièces à pratiquer pour bien les présenter. Là. Alors, on a du pain sur la planche. Benoît Plourde, je vous remercie d'être venu nous parler de Quatuor Québec. Peut-être en terminant, rappeler les dates pour que les gens là, qui nous ont peut-être capté un peu plus tard puissent savoir c'est où et quand pour le concert qui sera peut-être dans leur municipalité. Oui. Alors, pour ce qui est de Saint-Casimir, les gens de toutes les municipalités de Portneuf sont invités dans toutes les autres églises pour les connaître, entendre ce que ça donne. Alors, l'église de Saint-Casimir, le 17 novembre, à 14h. C'est toujours à 14h les dimanches. Oui. Église de Saint-Raymond, 23 mars, dimanche, 14h. Église de Gondine, 27 avril. Église de Pont-Rouge, 25 mai. Église de Cap-Santé, 22 juin. Claude, merci beaucoup. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci beaucoup. On poursuit dans le bulletin d'information avec les activités d'Halloween qui débutent dès ce vendredi dans Portneuf. À Sainte-Christine d'Auvergne, il sera possible pour les intéressés de visionner le film Transylvanie directement dans l'église de la municipalité. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec les organisateurs. On parle maintenant Halloween avec Isabelle Genois, responsable des loisirs et du développement pour Sainte-Christine d'Auvergne. Bonjour. Bonjour. Également avec nous, bénévole Richard Pearson. Bonjour. Alors, l'événement qui va avoir lieu ce week-end ici à l'église de Sainte-Christine d'Auvergne, c'est un événement de cinéma Halloween. Isabelle, pouvez-vous nous parler un peu de qu'est-ce que c'est l'événement exactement? Oui, absolument. L'activité d'Halloween commence à la salle communautaire cette année avec un atelier bricolage avec Stéphanie Bardou. On a aussi un atelier de décoration de citrouilles pour les enfants. Ensuite, vers 19h, on invite les gens à venir dans l'église pour un cinéma familial. Hôtel Transylvanie, en fait, le film. Donc, c'est ça, on a décoré l'église pour l'occasion. Et justement, M. Pearson, vous faites partie des personnes qui ont aidé à la mise en place de cet événement-là. Parlez-nous peut-être un peu de votre implication dans le projet. Dans le fond, Isabelle m'avait contacté pour qu'on puisse voir comment on pourrait faire une activité d'Halloween. Fait que j'avais lancé l'idée de pouvoir faire une activité dans l'église parce qu'elle était disponible puis accessible. Le comité a accepté, fait qu'on était vraiment très contents. Fait que pour faire de quoi de familial, on s'était
m'avait donné l'idée de faire un petit cinéma. Puis comme ça, qu'il fasse beau ou mauvais temps, ben, l'activité pouvait avoir lieu pareil. Fait qu'on a utilisé du matériel qu'on avait déjà sous la main depuis les dernières années. Puis on s'est gâté, puis on s'est amusé à décorer. Et justement, on le sait que la situation avec les églises dans Portneuf, elle est complexe. Et avoir justement accès à l'église pour faire un événement d'Halloween, on peut comprendre que ça a été peut-être là un peu de travail. Pouvez-vous nous parler comment vous avez fait pour réussir à tenir votre événement ici, dans les murs de l'église? Bien, dans le fond, on a contacté les responsables qui s'occupaient de la liquidation de l'inventaire, puis qui s'occupaient de la gestion de l'église en tant que telle. Puis on leur a soumis notre projet. Au début, il était un petit peu réticent parce que la fête de l'Halloween puis la religion catholique, ça ne fitait pas nécessairement ensemble. Mais quand on leur a expliqué que c'était vraiment un événement familial puis que c'était pour les jeunes et un peu moins jeunes, bien, ils ont accepté. Puis ils sont venus faire leur tour puis ils ont vu qu'on respectait le lieu, même s'il n'y avait plus de sacrement qui était ici. Fait qu'on était bien contents que ça puisse se faire. Et je redonne peut-être la parole à Isabelle pour la suite. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est un événement familial, ça s'adresse à tout. Là. Le film, vous l'avez dit, c'est Hôtel Transylvanie, donc à ce moment-là, c'est grand public. Oui, exact. C'est gratuit, il n'y a pas besoin d'inscription. Les gens peuvent arriver dès 19h, venir s'installer. Résidents, non-résidents, tout le monde est les bienvenus. Les gens nous demandent si c'était peurant pour les enfants, mais dans le fond, vous connaissez vos jeunes. S'ils ont peur des poupées dans la vie, ben c'est peut-être pas l'endroit pour venir s'ils n'aiment pas les fantômes ou quelque chose comme ça. Mais on a vu des 2-3 ans venir voir le décor puis ils ont aimé ça. Fait que c'est chacun pour soi. On invite tout le monde, mais vous connaissez les limites de vos jeunes. Et une église, on comprend que c'est un grand bâtiment pour installer autant de choses. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'heures d'installation? Ça a été comment, la mise en place C'est beaucoup de temps, oui. Richard a participé beaucoup, d'ailleurs. Merci encore pour ton temps. On a eu de l'aide de certains amis bénévoles aussi. C'est de la gestion plus parce que c'est haut, c'est grand, c'est plus compliqué dans ce temps-là, mais ça a super bien été malgré tout. C'est quelque chose à dire. Comme je disais, on a utilisé beaucoup de matériel que j'avais déjà sous la main, qu'on avait suite à d'anciennes activités d'Halloween qu'on avait faites ici à Sainte-Christine-d'Auvergne. Fait qu'on avait du matériel qui était disponible pour ça. Fait que ça a super bien été. On a réutilisé 100% des ressources qu'on avait. On a dû faire quelques achats, mais sinon, on a vraiment réutilisé. Puis on s'est arrangé pour que ça soit le fun pour tout le monde. Alors, en terminant l'entrevue, est-ce qu'on peut rappeler la date et justement l'heure de l'événement? On rappelle que c'est justement l'activité commence dans votre salle communautaire à Sainte-Christine-d'Auvergne et ensuite on se dirige ici pour l'événement cinéma à l'église. Donc c'est quand et à exact. C'est vendredi le 25 octobre dès 18h30 à la salle communautaire et dès 19h dans l'église. Isabelle Genois, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Pearson. Et je vous remercie de nous avoir invités. Merci à toi. Au retour de la pause, on parle de la Maison Plamondon qui est maintenant considérée comme un musée agréé. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. La Maison Plamondon agit comme un véritable lieu culturel depuis plusieurs années déjà à Saint-Raymond. Un peu plus tôt, cette semaine, l'établissement annonçait avoir obtenu l'agrément musical. Cette reconnaissance attribuée après une évaluation rigoureuse marque une étape importante dans l'histoire de la Maison Plamondon. Selon Gabrielle Piché, directrice générale, l'agrément témoigne de la reconnaissance officielle de l'engagement de la Maison Plamondon envers la qualité et l'excellence, ainsi que son
son rôle en tant qu'institution culturelle majeure et renforce également la mission de préservation, d'éducation et de diffusion des arts. L'agrément des institutions muséales québécoises qui est délivré par le ministère de la Culture et des Communications au nom du gouvernement du Québec garantit à la population l'accès à un établissement d'intérêt public de qualité. D'ailleurs, toujours à la Maison Plamondon, il y aura le lancement du recueil « Fais le mal, mais fais le bien » d'Éric Trudel. Pour en apprendre davantage sur le recueil et sur l'événement, j'ai réalisé une entrevue avec l'artiste. La voici. Le 27 octobre prochain, à la Maison Plamondon de Saint-Raymond, il y aura le lancement du recueil « Fais le mal, mais fais le bien » d'Éric Trudel, qui est natif de la région. Il est avec nous. Bonjour, M. Trudel. Bonjour, Danick. Merci d'avoir accepté l'offre d'entrevue de CJSR pour parler de votre recueil. Monsieur Trudel, vous êtes lauréat en masculinité positive et j'aimerais peut-être commencer par là pour cette entrevue. La masculinité positive, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un organisme, ça m'a été remis par un organisme qui s'appelle Les Hommes qui changent. Eux, en fait, ils veulent promouvoir et sensibiliser les hommes à être dans l'expression de la masculinité, mais plus d'une façon positive, c'est-à-dire, bien sûr, non violente, puis aussi d'être plus proche de ses émotions, d'être capable d'accepter, d'être vulnérable, d'être moins dans la performance en tant que tel. Donc, c'est un peu ça, ce qu'ils appellent, eux, la masculinité positive. J'ai reçu le prix, moi, c'est parce que je m'implique auprès des hommes de différentes façons, dont une, c'est d'être coordonnateur régional pour la région de la Capitale-Nationale pour l'organisme Hommes Québec, c'est de façon bénévole. C'est moi qui se trouve à coordonner tout, faire en sorte que des groupes d'écoute et de parole existent dans la région de Québec, puis il y en a un justement dans Port-Neuf, dans le coin de Deschambault. Et puis, j'étais également là, administrateur sur le conseil d'administration de la Maison Oxygène de Québec, qui est une maison qui accueille les pères avec leurs enfants, là, quand, par exemple, ils vivent des difficultés ou ils sont dans un processus de séparation puis ils n'ont pas de place pour héberger et tout ça. Là. C'est un peu pour ça qu'on m'avait remis ce prix-là. Là. Donc, pour l'ensemble de ce que vous avez fait dans l'implication, c'est pour ça que vous avez reçu votre prix en masculinité positive. Vous lancez maintenant « Fais le mal, mais fais le bien », qui est votre recueil. Pouvez-vous nous parler un peu de l'essence de ce recueil-là? Oui, en fait, ça, c'est une idée que j'ai depuis 10-15 ans, certains, d'écrire, de faire un recueil avec des textes que j'écris sur mon vécu d'homme depuis plusieurs années, parce que j'ai été pendant un moment chroniqueur dans un magazine qui s'appelle encore, je pense qu'il existe encore, qui s'appelle Vitalité Québec, puis on m'avait demandé d'écrire des chroniques sur mon vécu d'homme, puis je l'ai fait pendant 6 ans. Fait que j'ai regroupé ces chroniques-là, plus aussi des numéros d'humour que j'ai écrits au cours des années, parce que j'ai fait l'École nationale de l'humour il y a une trentaine d'années. Puis donc des petits textes humoristiques, des slams également. Des slams, c'est une forme de poésie, là, mais qui est déclamée absolument sur scène. Mais dans le cas du recueil, bien sûr, ça va être écrit, mais lors du lancement, justement, je vais en faire des extraits, là, des slams et des petits numéros d'humour. Là. Les gens qui vont assister au lancement, ils vont voir un petit extrait. Monsieur Trudel, vous nous avez dit qu'il y a 30 ans, vous avez participé à l'École de l'humour. Est-ce que ça fait autant d'années là, que vous écrivez des textes? Oui, effectivement. Même, j'avais commencé un peu avant. Là, en fait, dès l'adolescence, j'ai commencé à écrire, que ce soit de la poésie ou... puis après ça, vers peut-être dans vingtaine, là, je me cherchais beaucoup en tant que gars parce que je me reconnaissais pas vraiment dans les stéréotypes là, de que la société valorisait à cette époque-là. Puis encore, c'est mieux aujourd'hui, mais disons qu'il y a encore beaucoup de... On prône beaucoup la performance, souvent pour les hommes, mais de ne pas être vulnérable. Là. Alors moi, je me reconnaissais pas vraiment dans ces prototypes, dans ce stéréotype-là d'hommes. Fait que je me suis cherché. C'est pour ça que j'ai fait partie pendant 9 ans d'un groupe d'écoute et de parole pour les hommes là, auprès d'Hommes Québec. Ça m'a aidé beaucoup. J'ai également eu besoin d'un coup de main au niveau individuel, thérapie individuelle avec Autonomie, qui est un organisme aussi pour hommes qui avait une antenne dans Port-Neuf à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore, là, mais c'est un organisme qui est à Québec, mais qui donne des services aussi parfois sur Port-Neuf ou Charlevoix.
Alors, ce que vous dites, justement, le stéréotype de l'homme qui, parfois, pour plusieurs hommes, c'est difficile, justement, à comprendre et à naviguer autour de ça. Donc, votre recueil, est-ce que vous diriez qu'il s'adresse, justement, à ces personnes-là ou s'adresse à l'ensemble de la population également, en général? Ouais, en fait, c'est des réflexions d'hommes. C'est sûr que je pense qu'autant que les femmes que les hommes vont avoir du plaisir à lire, parce qu'il y a quand même aussi toujours un côté humoristique, étant donné que ça fait partie de ma vie, l'humour, depuis plusieurs années. Puis il y a quand même aussi des choses qui touchent un peu tout le monde. Par exemple, mais des relations hommes-femmes, les relations, les pères et les fils, notre relation face à ou à la spiritualité, par exemple. Alors, j'ai des thématiques comme ça qui sont dans le livre, des textes qui touchent ces thématiques-là. Et puis, à la fin, justement, j'ai un annexe. L'annexe, c'est un répertoire de toutes les ressources qui existent au Québec pour les hommes, que ce soit différents types là, de problématiques que les hommes peuvent vivre dans leur vie. Eh bien, l'invitation, en fait, est lancée. C'est le dimanche 27 octobre à 14h à la Maison Plamondon, au 448 rue de Saint-Joseph. C'est un événement gratuit. Monsieur Trudel, est-ce que vous voulez dire quelque chose aux téléspectateurs là, en terminant cette entrevue? Bien sûr, j'invite tout le monde. Vous êtes bien sûr invités, même si vous ne m'avez pas connu quand j'habitais la région. Ça me fera plaisir de vous accueillir. Puis comme je disais tout à l'heure, il y aura des extraits du recueil qui vont être faits lors de cette rencontre-là. Puis bon, bien sûr, il va être possible de se procurer là, mon recueil qui est au coût de 20 $, qui s'appelle « Fais le mal, mais fais le bien », qui, comme je vous disais, est un parti humoristique, réflexion et de la poésie à travers aussi. Éric Trudel, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Le Metal Perro de Donnacona se tient à la 7e position du classement de la LHSAAQ en ce 24 octobre 2024. La formation de Luc Thibault a joué 4 matchs jusqu'à présent alors qu'elle en a rapporté 2, ce qui lui fait 4 points. Il faut dire que la plupart des autres équipes du classement ont joué plus de parties. Le Metal Perro a perdu son dernier match la semaine dernière alors qu'il affrontait les Bisons de Grand Bay par la marque de 5-2. L'équipe aura la chance de se reprendre ce vendredi à Donnacona contre les Montagnards de Beaupré. Le lendemain, les hockeyeurs se rendront à Plessisville pour disputer un deuxième match en 2 soirs. Également, dans le hockey, la direction des Aigles de Pont-Rouge s'est entendue avec un défenseur qu'on connaît bien dans les circuits de sport senior ici dans Portneuf. Eh bien, il s'agit de Pierre-Luc qui sera maintenant avec l'équipe. Donc, c'est un leader incontesté qui saura vous plaire par son excellent jeu défensif. Le défenseur de 5 pieds 11 et 220 livres en est à une longue carrière dans les rangs seniors. On l'a vu dans le 3A avec les Loups de la Tuque, le Bellemare de Louisville et j'en passe. Également, il faut parler pour l'équipe qui est dirigée par Denis Marin. Eh bien, sera en action une 3e fois contre Wendake et c'est ce samedi. L'équipe sera à la recherche de sa première victoire de la saison. Rapidement, dans les affaires policières, les policiers du poste de la MRC de Jacques Cartier ont procédé à une arrestation importante en matière de faculté affaiblie le 19 octobre. Vers 20h, c'est un homme de 50 ans de Shannon qui a été arrêté sur le boulevard Jacques Cartier dans la municipalité de Shannon. Les tests à l'éthynomètre ont permis d'établir qu'il avait un taux d'alcool dans le sang plus de 2 fois supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours. Maintenant, dans l'ensemble des services de police du Québec et en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile, il y a eu des interventions du 11 au 17 octobre pour une opération concertée visant la distraction au volant et les comportements imprudents. Donc, il y a eu des interventions sur le réseau routier qui se sont tenues sur l'ensemble du réseau québécois.
Donc, pour terminer, l'improvisation Portneuf-Alouette sera de retour lundi pour un nouveau match. Donc, vous voyez là, nous avons des images du match de lundi dernier avec les jaunes et les bleus qui performaient. C'est les bleus qui l'ont remporté par la marque de 11-7. Les bleus seront d'ailleurs à nouveau en action lundi prochain contre les Mauves. On vous rappelle que cette émission est ensuite disponible sur les ondes de CJSR. C'est ce qui complète le bulletin d'information. Merci à Carole, à Luc et à Arthur pour leur aide à la technique. Merci à nos invités. Mon nom est Danick Julien et je vous souhaite une excellente soirée.